Allez, on commence. N'hésitez pas à vous approcher, on commence. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la Librairie de Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un jeune auteur, Marc Roussel, pour son premier roman, et qui est accompagné de son éditrice et qui va en profiter pour nous parler de cette jeune maison d'édition. Oh, pas si jeune, mais si, quand même, cette jeune maison d'édition. Eh bien, bonjour, je suis Rachel Degatti. Déjà, merci beaucoup à la librairie de nous accueillir, parce que finalement, les libraires, ce sont des premiers lecteurs et lectrices. Donc voilà, et ça ouvre le cercle autour de Sama. Sama a été créé fin décembre 2023, après un certain nombre d'années pour moi à être en direction éditoriale d'un certain nombre d'ouvrages, avec entre autres le photographe Reza, mais aussi d'autres auteurs en photo et texte. Et puis j'ai décidé de créer une maison d'édition, non pas pour venir ajouter des livres inutiles, mais pour suivre mes intuitions. Donc avec l'engagement d'éditer très peu, lentement, d'accompagner les auteurs. D'ailleurs, je remercie les trois auteurs, les deux auteurs, Pierre Bongiovanni et Antoine Daguerry, qui sont là autour de Marc, parce que là aussi on fait communauté, on fait tribu, et je trouve que c'est important que ces auteurs et autrices, puisque là je suis en train un certain nombre d'ouvrages de deux femmes sont en impression, un ouvrage qui s'appelle À l'assaut du déluge, et un autre qui est à propos du courage, qui est une série d'entretiens réalisés par une femme. Voilà, je trouve que c'est important qu'il soit présent, et qu'il soit présent autour de Marc, autour de son premier roman, qui continue, comme les autres ouvrages d'Antoine Daguerry et de Pierre Bongiovanni, à faire leur bout de chemin. Et voilà, et puis je vais laisser Marc parler de cet ouvrage. Je voulais juste dire que Marc a suivi la création de Sama. On ne se connaissait pas avant, il me connaissait peut-être, mais enfin on ne s'était pas rencontrés. Et il a eu, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de constance, il est venu au tout premier événement qu'on a réalisé autour du premier ouvrage publié par Sama, qui était Alba Petra, de Pierre Bongiovanni. Et il a été présent, il y avait très peu de monde dans cette librairie, cette toute petite librairie du 11e, et il était là. Et ça se fait sens aussi. Voilà, donc je vais te laisser parler. Merci. Merci Rachel, merci d'être nombreux. Je craignais avec ce temps qu'on se retrouve à 4, mais c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux. Donc je suis Marc Roussel, j'ai un parcours un peu atypique, jeune auteur comme Amandine le disait, c'est-à-dire que j'ai commencé ma vie comme ingénieur, et puis je suis devenu photographe, et puis réalisateur de documentaires, et me voilà auteur d'un roman qui est un immense plaisir pour moi. Honnêtement, je portais ça en moi depuis longtemps, et je suis ravi que ça ait donné naissance à ce livre. Donc, merci à la Librairie de Paris de nous accueillir, parce que c'est quand même un honneur de pouvoir être ici dans cette magnifique librairie. Alors, Mauvaise gloire est un livre qui, sur fond de guerre, qui décrit le destin de trois personnages. Un premier qui s'implique dans la guerre d'Espagne, un second qui part à la guerre d'Algérie, et un troisième plus récent sur la guerre de Syrie. Ces personnages vont avoir des destins différents, et en même temps on retrouve des particularités, des similitudes dans leur façon d'appréhender la guerre, dans les mécanismes de la guerre. Et ce qui est la singularité de ce récit, c'est que ces trois personnages sont trois générations d'une même famille. Et donc les narrateurs, alors la structure narrative est un peu complexe, mais le narrateur de la première partie se trouve être l'objet de la narration de la troisième, puisque c'est à chaque fois un petit-fils qui décrit l'aventure de son grand-père. Donc par génération successive, on arrive à ce que le premier narrateur devienne l'objet de la narration de la troisième partie. Bon.
mais ça fait partie peut-être des surprises qu'il faut réserver aux lecteurs. J'allais le dire, c'est un livre sur les générations, sur la transmission notamment. Qu'est-ce qu'on transmet ? Oui, c'est un livre qui effectivement est un livre sur la transmission, alors Rachel parlait de tribu, mais là aussi on est dans une sorte de tribu, dans une famille qui est à la fois fermée et ouverte, mais en tout cas qui est féconde, et dont le grand-père va transmettre de génération en génération à la fois un certain sens de l'honneur, de l'engagement, de la résistance à l'ère du temps, aux mauvaises airs parfois. Alors on peut rentrer un petit peu dans le détail. Le premier va faire la guerre d'Espagne, il va aller combattre contre le fascisme en Espagne. Le deuxième va partir avec le contingent en Algérie, avec ce qu'on sait de cette guerre. Et le troisième est un peu différent, puisque lui ne part pas comme soldat, lui part comme photographe. Alors on peut dire plein de choses de cette génération, mais la première chose que j'avais envie de vous demander, c'est à quel moment vous avez senti qu'il fallait que ces trois soient liés, que les trois se transmettent quelque chose, qu'il y avait, comment dire, une sorte de lien qui dépasse la chose, qui est là, comme ça. Les trois sont allés à la guerre, en quelque sorte, voilà. Est-ce qu'ils se sont transmis ça, en fait ? En réalité, non. Les trois sont allés à la guerre, c'est l'objet du livre, hein, d'ailleurs. Pour être très honnête, l'histoire, ce roman est inspiré de mon histoire familiale. J'attendais qu'ils le disent, parce qu'il faut toujours que ce soit l'auteur qui le dise. Donc voilà, donc, l'histoire étant l'histoire, je n'ai rien inventé. Ces trois personnages ont existé et ont eu ce destin, cet engagement à travers la guerre. Donc l'un qui est un volontaire, qui s'est porté volontaire pour aller faire la guerre en Espagne, dans les brigades internationales. Un deuxième qui, lui, subit la guerre en quelque sorte, puisqu'il fait partie du contingent d'appelés. Et le troisième qui également est volontaire, mais qui, lui, évidemment, ne part pas les armes à la main, ou sinon un appareil photo. Alors, quand est-ce que vous avez senti que quelque chose se jouait dans ces trois générations, qu'il fallait le raconter comme ça, ces trois générations ensemble, et pas juste raconter vos mémoires, en fait ? Mais c'est cette idée de cette mauvaise loi qui a donné lieu au titre, c'est ce destin, ces trois personnages qui ont comme trait commun, à un moment de leur expérience guerrière, d'avoir une forme de lâcheté, voire de trahison dans certains cas, et alors qu'ils sont dans des postures extrêmement différentes, hein, les trois, chacun à un moment ou à un autre du récit alors là on rentre dans la fiction, hein, je tiens toujours, c'est un roman. Préciser, c'est un roman, les personnages sont inspirés de personnages réels, après tout ce qui leur arrive, leur destin est à 80% fictif. Mais ils vont chacun éprouver cette mauvaise gloire, c'est-à-dire cette manière d'être à la fois des héros et des lâches, à un moment ou à un autre, et comme je le dis dans l'entretien qui figure en fin de l'ouvrage, les guerres ne sont pas manichéennes, et deux, les vrais héros, alors beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, mais moi c'est une de mes appréhensions, les vrais héros sont généralement ceux qui ne reviennent pas. Donc ceux qui trouvent le moyen de revenir sur des opérations de long terme, hein, je ne parle pas d'un aller-retour de 3 jours, mais ceux qui fréquentent les conflits sur du long terme et qui systématiquement reviennent, à un moment ou à un autre, ils ont leur part de lâcheté parce que la guerre ne pardonne rarement. Alors, comme vous le disiez, il y a 3 récits, plusieurs générations. On commence avec l'arrière-grand-père, on termine avec le petit-fils. Donc il y a quand même une idée de transmission, mais c'est vous l'auteur. Et moi j'ai eu l'impression que vous aviez décidé de devenir le gardien de l'histoire familiale, quitte à créer de toutes pièces certains mythes familiaux. Il y avait par exemple une histoire de cicatrice, avec une histoire quand même un peu improbable sur comment est-ce qu'elle est arrivée. Mais il y a à la fois ça, c'est-à-dire il fallait, pour la famille, que cette histoire-là, elle soit sur le papier. Pardon, je suis désolé, mais vous connaissez mieux que moi de quelle cicatrice vous parlez. Ah, l'histoire des crocodiles, ah oui.
Il y a une histoire un petit peu héroïque. On parlait qu'il n'y a pas de héros, mais on sent qu'on l'a raconté à un public qui était prêt à tout croire. Le dernier personnage, effectivement, celui qui est reporter photographe, là, qui se vante d'un combat acharné avec un crocodile dont il sort vainqueur, moyennant une légère cicatrice sur la cuisse. Oui, effectivement, ça fait partie de la fabulation qui peut toucher le milieu journalistique d'ailleurs, parce que ce dernier héros, il fait partie de cette grande famille du journalisme qui est supposé être en conflit pour témoigner, et contrairement aux deux autres, il n'a pas d'engagement physique, mais on sait très bien comment, enfin moi je sais, pour avoir fréquenté depuis 25 ans la plupart des conflits, comment les journalistes, il y a une part de vérité et toujours une part d'affabulation. Enfin, en tout cas, voilà, le retour est souvent héroïque et ça fait partie de la reconnaissance que chacun cherche. Hein. C'est un livre qui parle de transmission et de reconnaissance. Beaucoup, pour moi, la reconnaissance est un des thèmes principaux de ce livre. Le besoin de reconnaissance. Alors, vous avez échappé à la lignée guerrière, c'est ce que vous dites, mais du coup, vous avez fréquenté énormément de soldats, finalement, puisque vous, votre métier, ça a été de témoigner, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, depuis 2001, je le fais de manière très régulière. Depuis les attentats du 11 septembre à New York, j'ai suivi la plupart des conflits. Encore aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Ukraine ces 3 dernières années. Oui, je fréquente beaucoup les soldats. Alors moi qui étais jeune antimilitariste, j'ai été réformé, je voulais surtout pas faire mon service militaire. Une appréhension des armes et de la guerre et de la mort. Et je me retrouve, voilà, à l'âge mûr, à fréquenter les théâtres d'opération avec les soldats, qui sont beaucoup plus courageux que les journalistes, je dois le dire. Alors, c'est une histoire de famille, et alors pour le coup, moi j'ai un grand-père espagnol qui n'a jamais rien raconté, ou du moins je lui ai peut-être pas posé la question, et c'est ça qu'on trouve aussi dans votre livre, c'est que vous racontez l'histoire d'une génération qui ne racontait rien du tout. Voilà. Ah, mais je vous le confirme. Donc d'où il fallait bien inventer les cicatrices et les combats. Il a bien fallu inventer des combats. Non, mais tout à fait, c'est une génération qui ne parlait pas. Moi, je ne sais rien, très peu de choses de l'histoire de mon grand-père. Je sais qu'il est parti à la guerre d'Espagne, je sais approximativement quand, je sais à peu près quand il est rentré, encore que l'histoire familiale commet des erreurs, parce que quand j'ai cherché un peu à me documenter en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que le récit familial était truffé d'erreurs à certains endroits, d'erreurs historiques. Donc autant dire qu'effectivement rien ne se transmettait, et moi j'ai eu cette envie en effet de laisser cette trace pour mes nombreuses filles et pour les générations qui vont suivre. Et le relais, c'était les femmes de la famille, justement, c'est par elles aussi qu'on complétait le récit? Absolument, j'en sais davantage par ma grand-mère que par mon grand-père, en l'occurrence, sur ce qui lui est arrivé en Espagne, même si c'est peu de choses, mais oui, les femmes sont... Il y a une femme il y a une Marie qui est constante dans le livre, qui traverse les 3 récits, puisqu'elle est la fille du premier protagoniste, elle est la femme du second et la mère du 3e. Donc elle traverse le récit, et sans être jamais en première ligne, elle est d'une importance capitale. On le sait bien, on doit tout aux femmes. Alors on a parlé de la guerre, on a parlé de la famille, on a un petit peu parlé de la photographie. Il y a un grand thème dans lequel on ne s'est pas encore engouffré, c'est l'amitié. Parce que vous le disiez, ça tient lieu d'explication du titre, mais à chacune des histoires, il y a une grande amitié. Et je voulais vous demander, est-ce qu'une amitié en temps de guerre, c'est une amitié comme les autres? Et j'espère que vous allez me répondre non. Oui, on est tenté de répondre non, évidemment. Elle est plus intense. Chaque amitié sont à la fois plus intenses et peut-être un peu plus fragiles, parce qu'elles sont construites sur quelque chose qu'est la guerre. Je ne crois pas qu'elles soient plus fragiles, non. Après, on peut être ami avec des gens, mais ça, on l'a tous expérimenté, et ne pas se voir pendant des années et se retrouver comme des frères un beau jour, plus ou moins par hasard. Mais oui, être ami
en zone de conflit, évidemment, ça crée des liens très forts parce que on joue sa vie à un moment ou à un autre. Et en effet, c'est des liens qui sont très très forts. Et ce qui caractérise justement les trois personnages, c'est qu'à un moment donné, ils vont plus ou moins trahir leur ami. Et c'est le côté un peu sombre de l'histoire, il en fallait bien un. Parce que tout n'est pas rose, ça ne peut pas être rose. Encore une fois, les guerres ne sont pas manichéennes, la vie ne l'est pas non plus. Il n'y a pas des bons et des mauvais. On voit encore tous les jours aujourd'hui, enfin, je parle des conflits en cours. Les choses sont jamais aussi simples qu'on veut bien le croire. Effectivement, la guerre, on le sait, n'est pas que quelque chose du passé, même si maintenant l'Espagne et l'Algérie paraissent un petit peu plus lointaines. Le dernier est en Syrie, c'est un conflit qui ne s'est pas vraiment arrêté, sans s'arrêter, toutes ces choses. Est-ce qu'écrire ce livre, alors que c'est votre métier, en tant que romancier, vous a fait réfléchir à ces guerres-là? Est-ce qu'elles se ressemblent? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce que les soldats qui y vont ne sont plus les mêmes? Est-ce que toutes ces questions sont apparues? Et surtout, elles sont peut-être aussi plus documentées, ne serait-ce que par votre travail et ceux de vos confrères? Oui, moi je pense que les guerres sont toutes différentes. C'est extrêmement rare de trouver des similitudes au point de pouvoir dire c'est comme cette telle ou telle guerre. Les causes sont différentes, les moyens de faire la guerre sont différents, les enjeux sont différents et les résultats sont aussi souvent différents. Donc je pense qu'il est difficile de faire des analogies. Oui, enfin, y réfléchir, bien sûr. Moi, j'avais envie de transmettre aussi ma propre expérience de la guerre, autrement qu'à travers des articles que j'ai eu l'habitude d'écrire, où on est supposé justement être témoin et un témoin objectif. Et le roman m'a permis d'être, au contraire, d'être dans la subjectivité, de prendre parti, d'avoir une position, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. Ça n'est ni un livre d'histoire, ni un article de presse, et donc j'ai pu me permettre ce positionnement subjectif. C'est ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, parce que j'ai écrit beaucoup sur les guerres depuis 20 ans, mais toujours avec une espèce de devoir à la fois de réserve et en même temps d'objectivité. Et je crois que c'est très difficile. En réalité, c'est difficile. Je pense que quand on couvre un conflit, il est pratiquement impossible d'être objectif. Déjà sur le moi qui suis photographe. Après, peut-être que quand on écrit des papiers dans le monde et qu'on est à l'hôtel, on peut se permettre d'avoir un peu de hauteur, si j'ose dire. En général, ils sont au dernier étage près de la piscine. Mais quand on est sur le terrain, je rajoute volontairement. Mais quand on est sur le terrain, et sur le terrain, les photographes sont les gens qui sont au plus proche. Derrière eux, on trouve les gens qui font du film, de la vidéo, de la télé, mais qui ont la ressource avec le montage, ils peuvent, quelques bruits, donner l'impression qu'ils sont au cœur du boum-boum, sans y être tout à fait. Les photographes, il faut être vraiment au premier rang, sinon c'est pas possible, la photo est mauvaise. Puis derrière encore, il y a la radio, et puis encore derrière, il y a ceux qui écrivent. Donc, je sais plus où je voulais en venir, mais quand on est... moi, j'ai dû, pour essayer de faire bien mon métier, être le plus près possible des événements, et je ne me souviens plus pourquoi j'en suis là. C'est sur la guerre. Oui. Vous avez réfléchi. Je disais que ça vous avait obligé à forcément y réfléchir, Oui, prendre un peu de hauteur en fait, justement. Oui, voilà ce que je voulais dire, c'est qu'il était impossible d'être totalement objectif, parce que quand on est sur le terrain, on doit s'engager d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas être au milieu, observer les uns à droite et à gauche. Il faut choisir un camp. Ouais. Vous ne pouvez pas être partout. Donc, quand en Ukraine, je suis en Ukraine avec les Ukrainiens, je ne suis pas avec les Russes. Donc forcément, j'ai un point de vue qui déjà ne peut pas être objectif, qui est biaisé par les rencontres que je fais, parce que, comme vous le disiez, on noue des amitiés, et par conséquent, vous subissez une influence. Donc c'est extrêmement difficile de dire je vais faire un récit objectif pour un journal, pour une chaîne de télé, en tant que journaliste. Et moi j'avais envie justement d'avoir un point de vue différent, d'être libre de m'engager dans une position, et le roman permet ça.
Et c'est une liberté absolue, je trouve ça formidable. J'en ai déjà écrit d'autres et je vais continuer à en écrire parce que, enfin j'espère, si tout va bien, parce que j'aime ça, parce que cette liberté est formidable. Il n'y a rien qui offre autant de liberté que l'écriture d'une fiction. Alors, j'ai une dernière question pour vous, et après, si vous le souhaitez, si vous souhaitez lui poser des questions, faites-moi un petit signe. On va essayer de faire quelque chose de simple. C'est toujours très difficile de poser la première question, hein, je le dis. Donc, ça va bien se passer. Alors, c'est une histoire de famille. Vous avez une famille nombreuse. Alors, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce que ça leur a fait de vous découvrir écrivain? Voilà. On va poser la question, il y en a au moins 3. Qu'est-ce la dernière, voilà, la dernière, elle a 6 mois, je pense. Qu'est-ce qu'on découvre qu'on ne savait pas et qu'on ne pensait pas dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous avez eu comme retour? Il y a une série de petites vidéos qui ont été faites d'ailleurs, qui sont sur le site de Sama. Mes filles ont été interviewées pour parler un peu de tout ça. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, parce que ça n'est pas sans intérêt. Je sais pas, Angèle, s'il te plaît. Toi qui parles bien. C'est elle. Vous n'avez pas préparé pour ça, moi. Mais c'est pas grave, chérie, on est en famille là. De quoi, pardon? Ah ben en plus tu ne les connais pas. Non mais comment est-ce qu'on reçoit un livre comme ça de la part de son père, voilà. Déjà c'est pas le premier, donc on t'a pas découvert écrivain avec ce livre, mais... C'est le premier publié, mais c'est vrai que j'en avais écrit un autre à l'attention de mes filles exclusives, enfin exclusivement à l'attention de mes 5 filles. À l'époque j'en avais pas 6 encore. Et donc j'avais écrit un livre qui s'appelle « Papa est en vacances », peut-être un jour je le publierai, pour expliquer à mes filles que quand je pars et que je prends l'avion, c'est pas forcément pour aller au Club Med. Parce qu'elles étaient plus jeunes, et notamment Angèle qui vient de prendre la parole, quand elle avait 8 ans, un jour m'a dit « Mais si, tu pars en vacances, tu prends l'avion ». Alors que je partais en Afghanistan à l'époque. Donc voilà, j'ai écrit. Donc en effet, c'est pas le premier pour toi, oui. Oui, mais c'est par rapport à ce que vous disiez sur la transmission. Pour nous, c'est un cadeau et c'est tellement précieux d'avoir ce témoignage, et même si c'est de la fiction, d'en apprendre quand même beaucoup plus sur notre famille et d'où on vient, et c'est très précieux pour nous. Merci. Merci Angèle. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici. Je lui laisse la place sur la table pour qu'il signe quelques livres, et je vous invite à rester avec nous, on va boire un verre. Voilà, et surtout pour terminer. Et si vous avez des questions... c'est compliqué les questions, mais je pense que vous voulez poser. Voilà, et vous voulez poser à vous, et je vous propose pour terminer qu'on l'applaudisse.